Chapitre 12. De ce que raconta un des chevriers à ceux qui étaient avec Don Quichotte. Sur ces entrefaites, arriva un garçon qui venait du village chargé des provisions de bouche. « Les amis, dit-il au chevrier, savez-vous ce qui se passe au pays ?»« Comment pourrions-nous le savoir ?» répondit l'un d'eux. « Eh bien, apprenez que le fameux Chrysostome, l'étudiant qui s'habillait en berger, est mort. On dit même qu'il est mort d'amour pour cette horrible Marcelle, la fille du riche Guillaume, celle qu'on voit souvent rôder par ici en costume de bergère. »« Pour Marcelle, tu es sûr ?» demanda un autre. « Oui, pour elle. Et le plus beau, c'est que dans son testament, il demande qu'on l'enterre dans un champ comme un mort, au pied du rocher où jaillit la fontaine du chêne-liège, parce que c'est là, paraît-il, qu'il l'a vue pour la première fois. Il a demandé bien d'autres choses encore, mais aucun prêtre des environs ne veut en entendre parler. Cela ressemble bien trop à ce que font les païens. Ambroise l'étudiant, le grand ami de Chrysostome, celui qui s'habillait en berger comme lui, dit qu'il veillera à ce que les dernières volontés du défunt soient exécutées au pied de la lettre. Le village étant émoi, on croit savoir que pour finir tout se passera comme le veulent Ambroise et ses amis bergers, et que l'enterrement aura lieu demain, en grande pompe, à l'endroit que j'ai dit. À mon avis, c'est un spectacle à ne pas manquer, et j'ai bien l'intention de m'y rendre, si je n'ai pas à retourner au village. Nous irons tous, s'écrièrent les chevriers, et nous tirerons au sort à qui restera pour garder les chèvres. C'est une bonne idée, Pedro, répondit l'un d'eux, mais ne vous donnez pas cette peine, c'est moi qui resterai. Ne croyez pas que ce soit par vertu ou par manque de curiosité, mais je me suis enfoncé une grosse épine dans le pied l'autre jour et j'ai du mal à marcher. Nous t'en remercions tout de même, répondit Pedro. Don Quichotte pria celui-ci de lui dire qui était ce mort, et cette bergère dont il parlait. L'autre répondit qu'il savait seulement que le mort était un riche gentilhomme, ordinaire de ces montagnes, et qui avait longtemps étudié à l'université de Salamanque, et qui était revenu au village avec la réputation d'avoir beaucoup lu et beaucoup appris. On dit qu'il connaissait surtout la science des étoiles et tout ce qui se passe dans le ciel, qu'il était capable d'annoncer sans se tromper, les glisses du soleil et de la lune. On appelle éclipse, mon ami, et non glisse, l'obscurcissement des deux plus grands luminaires. Mais Pedro, qui ne regardait pas ces détails, poursuivit. Il devinait aussi quand l'année était abondante ou estrile. Tu veux sans doute dire stérile, le reprit à nouveau Don Quichotte. L'un ou l'autre, peu importe. Le fait est que son père et ses amis sont devenus très riches parce qu'ils lui faisaient confiance et qu'il écoutait ses conseils. Cette année, semez de l'orge au lieu du blé, ou bien semez des pois chiches au lieu d'orge, ou encore, l'année qui vient, la récolte d'huile sera très bonne. Mais les 3 qui suivront, on n'en recueillera pas une goutte. Cette science se nomme l'astrologie, précisa Don Quichotte. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je peux vous dire qu'il s'y connaissait mieux que personne. Et puis, quelques mois à peine après son retour de Salamanque, on l'a vu apparaître un beau jour, en tenue de berger, ayant changé sa longue robe de clerc contre une peau de mouton et une houlette. Ambroise, son grand ami et son compagnon d'études,
a fait de même. J'oubliais de dire que le défunt Chrysostome aimait beaucoup écrire des chansons, et qu'il y prenait si bien que c'était à lui qu'on demandait de composer les Noëls qu'on chante pour la naissance du Seigneur, et aussi les comédies de la fête Dieu que représentaient les garçons du village, et tout le monde pouvait trouver ça joli. Ça très joli, pardon. Quand les gens ont vu nos deux clercs habillés en bergers, ils ont été d'autant plus surpris qu'ils ne pouvaient deviner la cause de cette transformation inattendue. Le père de Chrysostome venait de mourir, lui laissant en héritage quantité de biens, meubles et immeubles, beaucoup de bétail, du gros et du petit, et une grosse somme d'argent. Il devenait ainsi maître absolu d'une fortune qu'il méritait. Je dois dire que c'était un bon compagnon, charitable, ami des honnêtes gens, et en plus beau comme un ange. On a vite compris que s'il avait changé de costume, c'était pour suivre jusqu'ici cette Marcelle, la bergère dont parlait il y a l'instant notre compagnon, et dont le pauvre Chrysostome était tombé amoureux. Et maintenant, laissez-moi vous raconter ce que je sais de cette jeune fille. Vous n'entendrez sûrement jamais rien de pareil de toute votre vie, mais si vous vivez plus vieux que 1000... Amen. Même si vous vivez plus vieux que 1000 Amen. On dit plus vieux que Mathusalem, le reprit à nouveau Don Quichotte, qui ne supportait pas les incorrections du chevalier. Monsieur, si vous continuez à me reprendre à chaque mot que je prononce, je n'aurai pas fini d'ici un an. Pardonne-moi, je l'ai fait à cause de la grande différence qu'il y a entre 1000 Amen et Mathusalem. Et sache que Mathusalem n'a vécu que 969 ans. Allons, continue, je ne t'interromprai plus. Je disais donc, poursuivit le chevrier, qu'il y avait dans notre village un fermier encore plus riche que le père de Chrysostome, qui répondait au nom de Guillaume, et auquel Dieu, en plus de ses richesses, avait accordé une fille dont la mère mourut en couche. C'était la plus honnête femme du pays, je la revois encore, le visage aussi beau que le soleil et la lune réunis. Et puis, bonne ménagère charitable avec les pauvres, je serais bien étonné si, à l'heure qu'il est, elle n'était pas à la droite du Seigneur. Guillaume eut tant de chagrin qu'il mourut quelque temps plus tard, laissant sa fille, jeune et riche, entre les mains d'un oncle prêtre, curé de notre paroisse. En grandissant, l'enfant ressemblait de plus en plus à sa mère, et tout le monde avait été d'avis qu'elle la surpasserait en beauté. Quand elle eut 14 ou 15 ans, on ne pouvait la regarder sans bénir Dieu de l'avoir faite si belle, et presque tous ceux qui la voyaient en tombaient éperdument amoureux. Son oncle la maintenait dans la plus grande réclusion, mais il ne put empêcher sa renommée de s'étendre à plusieurs villages et des environs. Puis là, c'est pas ça. À plusieurs lieux à la ronde. Et bientôt, les meilleurs jeunes gens... Si, c'est ça en plus. Et bientôt, les meilleurs jeunes gens du village et des environs, attirés par sa beauté autant que par sa fortune, la demandèrent en mariage au brave homme qu'il ne cessait d'importuner de leurs prières. Il aurait bien voulu la marier puisqu'elle était en âge, mais en bon chrétien, il se refusait à forcer son consentement, et n'allait pas croire qu'en différant le mariage, il pensait au gain et au fermage dont il bénéficiait tant qu'il avait entre les mains la fortune de ses nièces. C'était d'ailleurs ce que les gens du village ont dit plus d'une fois. À la louange du bon prêtre, il faut que vous sachiez, monsieur le chevalier errant, que dans ces petits villages, les mauvaises langues sont bon train. Et vous pouvez être sûr que, comme je le suis, qu'un curé doit être plus qu'honnête pour que les paroissiens se sentent obligés de dire du bien de lui. Tu as raison, dit Don Quichotte. Mais continue, je te prie, l'histoire est très plaisante, et tu la racontes avec bonne grâce. Que Dieu m'accorde la sienne, c'est le plus important. Sachez donc que, malgré toutes les propositions que l'oncle faisait à sa nièce, en lui vantant tour à tour les qualités de ses nombreux prétendants,
et en les pressant de choisir un mari à son goût, elle répondait invariablement qu'elle ne pensait pas encore au mariage, qu'elle était trop jeune pour en supporter le fardeau. Comme ses excuses semblaient justifiées, son oncle n'osait plus insister, et il attendait qu'elle fût en âge de se choisir un compagnon selon ses désirs. Il disait, et je trouve qu'il a raison, que les parents ne doivent pas établir les enfants contre leur gré. Mais ne voit-il pas qu'un beau matin, à la surprise générale, cette demoiselle si délicate, se fait bergère et malgré l'opposition de son oncle et de tous les gens du pays, s'en va au champ avec les autres filles du village pour garder elle-même son troupeau. Depuis qu'elle est sortie de sa retraite et que sa beauté est parue au grand jour, je vous laisse imaginer combien de riches jeunes gens, des gentilshommes aussi bien que des fermiers, ont imité Chrysostome et sont venus jusqu'ici en costume de berger pour lui déclarer leur amour. Le défunt, comme vous le savez, était du nombre, et on dit que ce n'était pas de l'amour, mais de l'adoration qu'il avait pour elle. Mais ne pensez pas qu'en choisissant de vivre avec tant de liberté, au vu et au su de tous, Marcel ait jamais fait la moindre chose qui puisse mettre en doute sa bonne conduite. Au contraire, elle prend soin de son honneur avec tant de vigilance que parmi tous ceux qui la courtisent, aucun n'a jamais pu se vanter d'avoir reçu de sa part la plus petite espérance. Non pas qu'elle fuit ou qu'elle évite la compagnie et la conversation des bergers, au contraire, elle les traite avec obligeance et amitié, mais il suffit que l'un d'eux ose lui découvrir ses intentions, même s'il lui propose le mariage, pour qu'elle l'envoie promener rondement. Avec ces façons-là, elle cause plus de dommages dans le pays qu'elle n'en pourrait faire une épidémie de peste, car sa gentillesse et sa beauté font de tous ceux qui l'approchent et sa beauté font que tous ceux qui l'approchent ne peuvent que l'aimer et la servir. Ses refus et ses dédains les mènent au désespoir, ne sachant plus quoi lui dire. Il la traite d'ingrate, de cruelle ou autre nom de ce genre, qui la dépeigne bien telle qu'elle, mais telle qu'elle est. Pardon. Si vous restiez quelque temps parmi nous, monsieur, vous entendriez résonner ces montagnes et ces vallons des plaintes de ces soupirants inconduits. Il y a près d'ici un bosquet qui doit bien compter 2 douzaines de grands êtres. Vous n'en trouverez pas un seul dont l'écorce ne soit gravée du nom de Marcel, avec parfois une couronne au-dessus, comme pour dire qu'elle est la reine de toutes les beautés de la terre. Un berger sourit, un berger soupire, un autre se lamente. Partout ce ne sont que des chants d'amour et de désespoir. On en voit qui passent la nuit entière aussi au pied d'un chêne ou d'un rocher, et le soleil les trouve, quand vient le matin, transportés en extase, sans qu'ils aient fermé un instant leurs yeux pleins de larmes. D'autres, sans donner trêve à leurs soupirs, étendus sur la poussière brûlante au plus chaud de l'été, lancent vers le ciel miséricordieux leurs lamentations continuelles. Des uns et des autres, la belle et libre Marcel triomphe aisément. Nous tous qui la connaissons, attendons de voir jusqu'où ira son orgueil et quel sera l'heureux homme capable de dompter la farouche et de jouir de sa merveilleuse beauté. Comme ce que je viens de vous raconter est la pure vérité, je suppose que notre berger nous a dit sur la mort de Chrysostome est tout aussi vrai. C'est pourquoi, monsieur, je vous conseille d'aller demain à son enterrement. Vous ne le regretterez sûrement pas. Il y aura beaucoup de monde, et c'est à peine à une demi-lieue d'ici. Je n'y manquerai pas, et te sais gré du plaisir que ton récit m'a donné. Oh, moi, vous savez, je ne connais pas la moitié de ce qui a pu arriver au soupirant de Marcel. Mais il se trouvera peut-être demain sur la route un berger qui nous racontera le reste. En attendant, vous feriez mieux d'aller dormir à l'abri d'un toit, parce que l'humidité est mauvaise pour les blessures. Encore qu'avec l'emplâtre qu'on a mis sur la vôtre, vous ne risquez plus grand-chose. Sancho, qui vouait au diable ce chevrier trop bavard, pressa son maître d'entrer dans la cabane de Pedro. Don Quichotte finit par céder, mais ce fut pour passer
le restant de la nuit à penser à sa Dulcinée, à l'instar de ses soupirants de Marcel. Quant à Sancho, il s'installa commodément entre Rocinante et son Daudet, et il dormit non comme un amant éconduit, mais comme un homme moulu et brisé.